Salut à tous, me voici pour une nouvelle édition du livre et film de la semaine. Alors cette semaine ça va être assez court puisque je vous ai fait mon bilan, je vous ai posté mon bilan vendredi et entre les deux j'ai pas énormément lu et j'ai vu qu'un seul film, donc du coup voilà, je vais pas avoir 36 000 choses à vous présenter. Alors concernant les livres, donc en fait durant les derniers jours là j'ai terminé la lecture en cours que je vous présentais lors de mon bilan du mois d'avril, à savoir L'homme qui sait parler aux chevaux de Monty Roberts, qui est donc une autobiographie de Monty Roberts, le célèbre dresseur de chevaux qui a été, comme je vous l'expliquais la dernière fois, l'un des pionniers de l'équitation dite éthologique aux États-Unis. Et donc là ça raconte un peu toute sa vie. Donc il l'a écrit en 1996, je crois qu'il avait... il me semble qu'il avait une soixantaine d'années au moment où il l'a écrit. Bon bref, ouais, ça raconte un peu toute sa vie. Donc il commence par passer assez rapidement sur les premières années de son enfance. Et il nous explique un petit peu dans quel environnement il est né. Donc il est originaire de Californie, d'une toute petite ville qui s'appelle Salinas. Et ses parents étaient déjà dresseurs et éleveurs de chevaux. Il possédait un centre équestre qui s'appelait Competition Grounds et qui a été assez connu dans la région puisqu'il accueillait notamment des championnats de rodéo, une discipline équestre très très populaire dans ces régions-là, et aux États-Unis en général d'ailleurs. Alors je me rappelle plus en quelle année il est né, mais c'était peut-être dans les années 40 ou quelque chose comme ça, 30-40. Bref, donc voilà, il est né dans un environnement où il y avait déjà beaucoup de chevaux. Il a vraiment été habitué à l'équitation depuis son plus jeune âge, donc il est rapidement devenu un cavalier assez expérimenté, notamment donc en équitation western, puisque c'était le style qui était pratiqué là-bas. Et le récit commence vraiment, on va dire, l'année de ses 13 ans, puisque cette année-là, il va... alors je sais plus si c'est 13 ou 14 ans, mais bon. Voilà, cette année-là, il va décider de partir étudier les mustangs sauvages dans le désert du Nevada, puisqu'en fait, il a été plus ou moins engagé, enfin il s'est proposé pour aider à capturer des mustangs sauvages là-bas et les ramener au centre équestre de ses parents, puisqu'en fait il y avait un tournoi de rodéo qui s'annonçait et l'une des disciplines du tournoi ça s'appelle la course de chevaux sauvages, et donc en fait ils vont capturer des mustangs dans le désert, ils les ramènent au centre et ensuite ils font... ils en lâchent une partie dans une arène, ils mettent des cavaliers dessus et ils font une course sauvage, voilà. Un petit peu effrénée, un petit peu sauvage justement. Et donc Monty Roberts, lui, il décide de se proposer pour aider à capturer les chevaux, comme ça lui donne l'occasion de les observer dans la nature et d'observer leur comportement, puisque lui en fait il est pas du tout d'accord avec les méthodes de dressage qui sont en vigueur à l'époque, donc qui consistent en fait à briser les chevaux, c'est-à-dire à les frapper, à les maltraiter, à les attacher pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se soumettent complètement à l'homme. Donc voilà, Monty Roberts, lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça, et il voulait essayer d'inventer une méthode de dressage un peu plus douce, et donc du coup c'est pour ça qu'il voulait étudier le comportement des mustangs sauvages pour essayer de comprendre comment les chevaux communiquaient entre eux, et ensuite essayer de s'inspirer de ces informations, de ces observations pour créer sa théorie, sa nouvelle théorie du dressage basée sur la communication et la compréhension du cheval. Donc voilà, il va partir étudier les chevaux pendant 3 semaines et ensuite il va commencer à mettre en pratique ses méthodes, à peu élaborer ses théories, et ensuite il va progressivement s'installer lui-même comme dresseur de chevaux, comme éleveur de chevaux aussi, et il va connaître une très grande carrière, notamment grâce à ses idées. Donc voilà, ça raconte un petit peu tout ça. C'est un livre assez intéressant pour qui s'intéresse un petit peu au sujet des chevaux, de l'équitation, etc. C'est une lecture qui m'a intéressée dans l'ensemble. Maintenant, je dirais pas qu'elle m'a plu, parce que bon, c'est une autobiographie, donc c'est pas vraiment... c'est pas comme de lire un roman, quoi. J'étais pas vraiment impliquée dans le truc, on va dire. Et puis j'étais pas forcément toujours d'accord avec les idées de Monty Roberts. Ça c'est quelque chose qui diffère par rapport à la première lecture que j'avais faite de ce livre vers l'âge de 16 ans. Il me semble que quand je l'avais lu pour la première fois, j'avais été d'accord avec à peu près tout ce qu'il disait. Mais là, avec quelques années de recul,
je me rends compte qu'il y a quelques contradictions dans ses raisonnements et certaines choses avec lesquelles je n'étais pas trop d'accord. Ce qui m'a dérangé surtout, c'est que j'aimais bien son idée au départ, c'est-à-dire le fait d'étudier les chevaux, d'essayer de comprendre leur comportement, leur nature, etc. et d'entrer en contact avec eux d'une façon douce et pacifique. Mais je trouve que il a, il a utilisé ces théories pour faire un petit peu la même chose que tout le monde en fait, c'est-à-dire finalement se servir des chevaux pour ses propres loisirs quoi. Donc je trouvais qu'il y avait un léger paradoxe là-dedans. Et en fait c'est surtout il y a un passage qui a pas mal illustré ça. C'est que, donc toujours par rapport à la course de chevaux sauvages, ils ont ramené donc plein de Mustangs au centre. Et en fait, ce qui se faisait avant, c'est que les Mustangs qui n'avaient pas été capables de participer à la course, soit parce qu'ils étaient trop vieux, soit parce que c'était des juments avec des poulains, etc., ils étaient directement envoyés à l'abattoir. Et Monty Roberts, lui, il a proposé en fait qu'au lieu d'être envoyé à l'abattoir, ces chevaux lui soient confiés pour qu'il essaye de les dresser et ensuite de les vendre lors de ventes aux enchères. Et ça fait partie des choses que j'ai trouvé un petit peu curieuses parce que pour moi le plus logique en fait ça aurait été de remettre ces chevaux en liberté tout simplement et pas de les dresser pour ensuite les exploiter. Et voilà, ça m'a attristé un petit peu ce genre de choses parce qu'en gros c'est des animaux qu'on a brutalement arrachés à leur liberté, à leur vie sauvage, soit pour les envoyer à l'abattoir, soit pour les mettre au service de l'homme. Et bon, dans tous les cas, je trouvais que c'était pas des bonnes solutions dans les deux cas, quoi. Je comprenais pas pourquoi ils les remettaient pas simplement en liberté, surtout quand on pense que la population de chevaux sauvages est quand même assez réduite aujourd'hui par rapport à avant, et ce qui est le cas de beaucoup d'espèces animales d'ailleurs. Voilà, je trouve ça un peu attristant de lire ce genre d'anecdotes où des centaines de chevaux ont été arrachés à la vie sauvage comme ça, quoi. Et voilà. Et en fait, Monty Roberts, en fait, il fait comme tout le monde dans le sens où à la fin il exploite les chevaux quoi. Alors bon, c'est pas de l'exploitage c'est pas de l'exploitage violent on va dire, mais pour moi ça revient un petit peu au même. Et je trouve que ça s'est beaucoup accentué par la suite quand il devient éleveur et dresseur, puisqu'il devient un petit peu obsédé par les compétitions, par le monde des courses aussi. Il va élever des pur sang, dresser des pur sang. Et je trouve qu'il était très focalisé quand même sur la performance à tout prix, le rendement financier, les compétitions de haut niveau, la gloire, etc. Autant de choses qui finalement n'ont pas beaucoup de rapport avec le bien-être des chevaux. Parce que bon, moi personnellement je suis pas du tout fan de tout ce qui est monde des courses ou compétition de haut niveau, équestre, etc. Parce que je trouve que ça place le cheval finalement à un niveau un petit peu industriel, et où les chevaux à la fin sont considérés uniquement limite comme des machines à rapporter de l'argent, à rapporter des trophées. Et bon, moi je trouve pas ça super, quoi. Et Monty Roberts, lui, était vachement impliqué là-dedans. Et à la fin, il se construit, enfin à la fin, à un moment dans sa vie, il se construit un ranch absolument immense avec plein d'installations hyper high-tech pour élever des chevaux de course avec plein de gadgets et de trucs un peu de malade. Et voilà, moi c'était beaucoup de choses qui me paraissaient assez inutiles, assez superficielles. Et c'était un peu trop dans la folie des grandeurs quoi, parce que... alors d'un autre côté je peux comprendre ça parce que j'ai pratiqué moi-même l'équitation pendant quelques années, bon pas beaucoup, hein, mais voilà, j'ai fait un petit peu d'équitation quand j'étais adolescente. Et c'est vrai que quand on commence à pratiquer ce sport, on est très vite happé par cet univers et on a facilement des rêves un peu de gloire où on s'imagine en train de participer à des compétitions de haut niveau, d'avoir ensuite ses propres chevaux, ses propres écuries, et voilà, d'avoir des super belles installations, tout bien rangé, tout bien, voilà, avec chaque cheval dans une petite case qui vaudrait de l'or, etc. Bon voilà, on a un peu des rêves de perfection. Et encore le chat qui fait des conneries derrière. Bon. Donc voilà, je peux un peu comprendre ce genre de sentiment, mais c'est vrai que moi personnellement ça m'a assez rapidement dégoûtée, et c'est pour ça que j'ai assez vite arrêté l'équitation. Et Monty Roberts, lui, par contre, il est allé jusqu'au bout de ça et il s'est fait le fameux ranch
le ranch parfait entre guillemets, mais parfait d'un point de vue humain. Je suis pas sûre que du point de vue du cheval ça soit vraiment le mieux quoi, parce que bon, j'ai peut-être des idées un peu radicales par rapport à ça, mais pour moi un cheval c'est pas un animal qui est fait pour être enfermé dans une écurie ou dans un box ou dans un centre équestre ou n'importe où. C'est un cheval qui est fait pour être au moins en semi-liberté, voire en liberté, mais voilà, sur des vastes espaces où ils peuvent créer des groupes familiaux, etc. Et ça m'attriste toujours un peu de voir des chevaux enfermés dans des centres équestres, même si le centre en question est très beau et qui vaut très cher et qu'il y a des belles installations. Pour moi c'est très superficiel et ça correspond pas à la nature du cheval, et au final c'est toujours l'homme qui est mis en avant, et le cheval n'est là que pour servir ses désirs, et bon, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, du coup il y avait un peu ce côté paradoxal entre les méthodes qu'il prône par rapport à la compréhension du cheval et tout ce côté très industriel, très compétition à tout prix, rendement financier du cheval à tout prix, et bon. Voilà, du coup, voilà, j'étais pas tout à fait d'accord avec l'ensemble de ce que j'ai lu, mais ça restait quand même une lecture assez intéressante, et ça pourrait vous intéresser aussi si vous vous intéressez aux chevaux. Voilà, donc pour le livre que j'ai terminé, je l'ai terminé dimanche. Hier je n'ai pas lu parce que j'ai pas eu très envie. Cependant j'ai choisi ce qui sera ma prochaine lecture et qui n'est donc pas encore commencée. Et c'est Les Bois de Sogamet de Alexis Zanzner aux éditions Le Livre de Poche, avec une couverture qui est assez jolie je trouve. Alors là, ça a l'air d'être du contemporain, je sais pas exactement de quoi ça va parler. Ça se passe dans les forêts du Grand Nord, au Canada. Et apparemment ça raconte l'histoire d'un homme issu d'une famille de bûcherons, de chercheurs d'or, voilà, une communauté implantée dans le monde sauvage on va dire. Et apparemment ça raconte beaucoup de choses par rapport à cette communauté, à la nature du Grand Nord canadien et à la vie de cet homme. Mais bon, je sais pas trop vous en dire plus parce que le résumé est assez... Ouais, le résumé n'est pas forcément hyper clair sur le fil rouge de l'histoire, mais bon, apparemment ça va être dans cette ambiance-là, quoi. J'ai lu un petit peu la première phrase de la première page pour voir, et ça a l'air vraiment très sympa. Je pense que c'est une lecture qui devrait me plaire. L'atmosphère a l'air agréable. Il est assez court, il fait 300 pages, donc normalement ça devrait être lu pour la semaine prochaine. Je devrais pouvoir vous en parler. Voilà pour les lectures. Sinon, concernant les films, je n'en ai vu qu'un seul. Il s'agit de Anastasia, de je ne sais pas qui, mais bon voilà, le dessin animé super connu. Au début je croyais que c'était de Disney, mais en fait apparemment non. C'est pas un truc Disney en fait, c'est autre chose. Et j'ai un avis un petit peu mitigé sur ce film-là, parce que je trouvais qu'il y avait des très bonnes idées parfois. Et à d'autres moments je trouvais que c'était pas super bien réussi. Notamment par rapport au dessin. En fait, tous les décors sont très beaux, mais les personnages ne sont pas très bien dessinés, je trouve. Ils ont des visages, enfin les traits de leur visage sont très limite carrés, quoi. Enfin, c'est un peu étrange des fois, c'est un peu... Enfin, le trait de crayon ne m'a pas énormément séduite. L'histoire est assez sympa, mais j'ai pas non plus été hyper emballée. Voilà, en fait c'est un film que j'ai trouvé assez agréable à regarder, mais j'ai pas vraiment accroché au personnage, et même si j'ai trouvé que parfois il y avait de bonnes idées, de beaux décors, etc., dans l'ensemble j'ai pas été hyper emballée, et voilà, j'ai un avis plutôt mitigé sur ce film d'animation. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine du coup. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages, et je vous dis à bientôt. Salut!